Mental, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez de vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun? Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hotel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. De retrospective chaque semaine. B-News One, l'information continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique, l'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. De retrospective chaque semaine. B-News One, l'information continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique, l'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de B-News, un deuxième sortie de la semaine de votre programme Obama Time. Et ce soir, nous faisons une incursion dans les universités d'État du Cameroun. On se pose la question de savoir ce qui se passe, notamment relativement aux grèves et à la grève qui a été annoncée, qui est en cours dans certaines universités d'État au Cameroun. On parle d'une grève à double vitesse. Certains enseignants ne la respectent pas, d'autres n'ont pas fait cours ce matin, notamment à l'université de Yaoundé. On essaiera de comprendre réellement ce qui se passe. Il y a eu un premier mot d'ordre de grève qui annonçait une grève le 25 janvier dernier. Un deuxième a été signé le 26 février dernier. Avec nos invités sur le plateau, on essaiera de comprendre. Certains parlent des réclamations, des revendications relatives à la prime d'enseignement, donc donnée par le chef de l'État camerounais aux enseignants chaque année. Qu'en est-il exactement? Que reproche-t-on au ministère de l'enseignement supérieur? Quelles sont les raisons qui peuvent aujourd'hui justifier la grève qui a été annoncée? On en parle avec nos invités sur le plateau. On en parle pendant 90 minutes. Je rappelle que ce programme est dédié à un ami, notre ami, un panéliste de l'émission Le Club qu'on a régulièrement eu dans l'émission Club d'élite. Avant,
Le docteur Ariel Nietedem nous a quitté ce jour. Il a subi l'opération chirurgicale. Attention, je pense qu'il y a une erreur. Il faut rapidement enlever la vidéo. Il ne faut pas envoyer quelqu'un d'autre du trépas. Retrouver rapidement notre photo du docteur Ariel Nietedem. Voilà la photo du docteur Ariel Nietedem qui a donc qui nous a quitté aujourd'hui. C'était un économiste qui prenait régulièrement part aux émissions des débats dans plusieurs chaînes de télévision camerounaises. Il était calme, sérieux, courtois et surtout gentil. Sa disponibilité était légendaire, parfois pratiquement à 1 heure voire 2 heures de l'émission. On l'appelait et il venait. Donc l'émission Obama Time de ce soir est dédiée au docteur Nietedem. On permettra peut-être à nos panélistes chacun de dire un mot sur cet illustre monsieur qui nous a quitté ce jour. Avant d'accueillir nos invités, peut-être un mot sur l'actualité phare du jour, et c'est ce communiqué de la Fédération camerounaise de football, du moins cette fédération entre parenthèses, dirigé par le sénateur Albert Bida, qui convoque donc une réunion importante cette semaine. Je ne sais pas, à la régie, si on peut avoir le communiqué. Merci beaucoup à Verlin Kouété qui nous permet d'avoir décision numéro 00/PT de président du comité provisoire de la FECAFOOT, comité exécutif provisoire de la FECAFOOT. Donc, vu les décisions prises par l'Assemblée générale de la FECAFOOT lors de sa session extraordinaire du 2 février 2021, vu les dispositions de l'article 42 des statuts de la FECAFOOT en vigueur, adopté le 16 mai 2012, décide la séance du comité exécutif provisoire de la FECAFOOT est convoquée le mardi 16 février 2021 à Yaoundé à partir de 10 heures précises, avec à l'ordre du jour les points suivants: l'examen de la situation créée par l'usurpation des fonctions des présidents et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT par M. Seydou Mbonjoya et ses conseillers, l'examen des modalités de réintégration des organes élus en 2009 au sein des litiges régionales et des ligues régionales, autant pour moi, et des ligues départementales, conformément aux sentences arbitrales devenues définitives, l'examen des modalités de reprise de compétition de football professionnel conformément aux décisions du tribunal arbitral des sports TAS, l'examen de la situation du joueur André Onana, gardien de but des Lions indomptables, qui a été suspendu, fait à Yaoundé le 8 février 2021. Et c'est signé le président, le sénateur Albert Bida. Le sénateur Albert Bida qu'on a eu au téléphone et qui nous a confirmé bel et bien qu'il est le signataire de ce document. On se rend compte que le professeur Albert Bida a utilisé l'enquête de la Fédération camerounaise de football, le cachet de la Fédération camerounaise de football, et même il y a plusieurs indications qui laissent croire qu'on a désormais droit à des FECAFOOT bis. On attend toujours la réaction de la Fédération camerounaise de football, celle qui est dirigée par Seydou Mbonjoya. Ils sont 4 avec nous sur le plateau ce soir. Nous avons l'insigne honneur et le privilège d'avoir avec nous sur le plateau le professeur Ango Martin Paul. Ango Modjo Martin Paul, il est inspecteur des services numéro 3 au ministère de l'enseignement supérieur. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment se porte le ministère de l'enseignement supérieur? Le ministère de l'enseignement supérieur travaille en permanence et le moral est au beau fixe au niveau des services centraux et bien entendu au niveau des universités. Il y a la sérénité au niveau de l'état de troupe des enseignants et même des étudiants et même du personnel d'appui. Donc tout va bien. Le moral, tout va bien. D'accord. Ok, merci d'être avec nous ce soir, professeur Ango Martin Paul Ango Modjo. On accueille également un autre enseignant d'université. Lui, il est très présent dans les médias, Dr Fidolanke. Il est philosophe, enseignant au département de philosophie de l'université de Yaoundé. Prof, bonjour. Bonsoir, monsieur Obama. Ça va? À tous les co-panélistes, ça va très bien. Alors, vous avez un lot de documents qui j'aime un peu, parce que je vois... c'est la Bible ou c'est quoi, prof? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, vraiment exprimer ma tristesse par rapport au collègue qui est décédé. C'est toujours triste de perdre une intelligence fine et avenante. Et je ne peux que souhaiter toutes mes condoléances et mon courage à la famille éprouvée et à toute la communauté éducative universitaire. Bon, là, nous avons ici un ensemble de textes qui sont totalement violés tous les jours. Et je voudrais que vous voyez avec moi comment on viole les textes qui sont signés soit par le président de la République, soit par le peuple.
parce qu'il y a des lois qui sont totalement violées. Et je voudrais qu'on comprenne que l'université est totalement à lambeaux, contrairement à ce qui est dit ici sur le plateau. On aura le temps. C'était juste pour vous dire bonjour, docteur Fidelin, qui vous faites une entrée en trompe. On accueille également notre professeur, c'est Joseph Lebel Tamassé. Il est professeur responsable de la division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Comment se porte le dialogue universitaire? Ça va? Le dialogue universitaire se porte très bien. On ne le dirait pas quand on écoute le Non, docteur non, Fidelin. je suis en contact permanent. Avec lui? Avec les membres du Sénat, y compris avec le docteur Nké. D'accord. Je suis en contact. Je suis en contact. Je conteste ces déclarations. Nous ne sommes pas en contact. Je suis en contact avec tout le monde. Tout le monde. D'accord. Et merci. bien entendu, le dialogue est en marche. Et Merci. naturellement, nous allons En parler. Peut-être que le dialogue sera également de mise aujourd'hui sur le plateau pour permettre aux uns aux autres de comprendre ce qui se passe et peut-être d'épulcher les différentes solutions qui ont déjà été présentées par le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'enseignement supérieur. C'est un vieil habitué du plateau. Docteur Hilaire Kamga, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir citoyen Ernest et bonsoir aux aînés et aux amis qui sont là. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je suis sur le plateau. J'aurais pas dû exprimer cette tristesse. Je crois que Fridolin en a parlé déjà un peu. Ariel, c'est un ami de longue date. On a eu le temps de se retrouver sur votre plateau, c'est une évidence. Mais avant ça, depuis 20 ans, on a cheminé sur un certain nombre de chantiers ensemble. Il avait l'avantage sur moi d'être économiste sur des sujets que j'avais eu une maîtrise très très faible lorsqu'on était en commission pour un certain nombre de dossiers, notamment dans le cadre du système Nations Unies. Et c'est lui qui a apporté l'expertise économique qu'il fallait pour qu'on puisse comprendre un certain nombre de problématiques. Et Ariel, le docteur Nitene, il part avec des projets que nous avions et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris ce matin son départ. Et c'est le Cameroun qui perd là un enseignant chevronné, mais surtout un expert et un consultant de haute facture qui savait comment se tenir, s'adapter à tous les milieux, des milieux les plus anodins aux milieux les plus sélectifs sur le plan de la science et de l'intelligence. Il apportait tout ce qu'il pouvait, même quand il était froissé, il prenait avec beaucoup d'auteur, ce qu'on voyait. Et donc je vais ici, au nom de tous ceux qui l'ont connu comme moi depuis une vingtaine d'années, demander à son épouse et à ses enfants de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce sinistre-là et que les Camerounais de bonne foi sont avec eux pour leur permettre comme on dit souvent chez nous, en pays bantou, d'essuyer les larmes ensemble. D'accord, voilà, donc on l'a dit, on le redit encore, le programme de ce soir est dédié au docteur Ariel Nitedem. Allez, je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de la situation dans les universités d'État au Cameroun et des questions autour des primes et des recrutements. Cela fait notamment résulte de la grève annoncée par le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur au Cameroun. Il y a une première étape qui a été annoncée pour le 25 janvier dernier, qui n'a pas été très suivie. Et puis, depuis hier, on parle d'une grève qui est suivie à double vitesse dans certaines universités d'État du Cameroun. Voyons tout cela dans cet élément qui a été préparé par Donald Ayuso. Le syndicat national des enseignants du supérieur entend entrer en grève le 25 janvier 2021. Le mot d'ordre exige le paiement sans délai de la 4e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2020. Dans les services du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, les résolutions du cadre de concertation qui a été arrêté à Yaoundé au mois de décembre 2020. C'est une grève sauvage que les universitaires voudraient engager dans ce sens-là. Moi, je suis universitaire, bien entendu. Le ministre d'État lui-même est universitaire. La plupart de ses collaborateurs le sont. C'est-à-dire, il y a d'abord un cadre de concertation qui vient de se réunir à l'école polytechnique au mois de décembre. Joint au téléphone par la rédaction de B-News One, le bureau exécutif du SINAES va remettre en question les observations du ministère. Lors de la dernière rencontre datée du 17 décembre 2020, qui était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, il a été rappelé que les enseignants attendent la 4e tranche
de la prime de la modernisation de la recherche qui avait été instituée par le chef de l'État. Donc, dire aujourd'hui que les enseignants ou alors le SINES n'a pas respecté les démarches initiales, c'est simplement du dilatoire. Le Fonds spécial d'appui à la modernisation de la recherche étant domicilié au ministère des Finances, celui de l'enseignement supérieur rassure son personnel que les paiements vont commencer dans un avenir proche. Les fonds sont domiciliés au ministère des Finances. Les universités d'État envoient les listes des enseignants éligibles à la prime. Et le ministère maintenant les transmet simplement au ministère des Finances pour exécution, c'est tout. C'est un peu cela. Or, vu la conjoncture financière de l'État aujourd'hui, il y a quand même lieu d'être un peu, de condamner cet acte un peu assez violent. Même si l'hypothèse de surseoir à la grève n'est pas clairement indiquée, le SINAES s'est dit ouvert au dialogue. Le SINES n'a été rapproché de manière officielle par aucun personnel du ministère de l'Enseignement supérieur. Et jusqu'à preuve de contraire, le ministère de l'Enseignement supérieur reste notre seul et unique interlocuteur. La grève débutera si les enseignants ne sont pas payés. Pour l'heure, le mot d'ordre de grève reste toujours en vigueur. Le débrayage, qui pourrait s'étendre du lundi 25 au samedi 30 janvier, est une première phase constituant une grève d'avertissement au terme de laquelle le SINAES décidera de la conduite à tenir si ces revendications ne sont pas prises en compte. Merci à Donald Ayuso qui nous a permis d'avoir le décor qui est désormais planté. Je pense qu'on va d'abord passer la parole au mandataire du SINES, puisque, il faut le rappeler, vous avez été mandaté par le SINES. Vous représentez le syndicat national des enseignants du supérieur à la faculté des arts, lettres, sciences humaines de l'université de Yaoundé 1, c'est ça? Qu'est-ce qui fait problème dans les universités d'État au Cameroun? Qu'est-ce qui a motivé et qui fonde la grève, entre parenthèses, en cours? Monsieur Obama, nous sommes dans une situation où vous avez vu les assurances de monsieur le chef de la communication, monsieur le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Il rassure beaucoup, il doit vraiment rassurer parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. Je suis secrétaire général de la section FALCH de l'université Yaoundé 1, mandaté pour l'occasion, pour communiquer sur les problèmes qui minent l'université et sur la nécessité de faire grève. Donc je suis peut-être l'un des théoriciens de la réforme de l'université. Peut-être j'exagère, mais c'est ce qu'on dit. Mais en réalité, il y a un problème de fond. C'est que notre université est malade. On parle beaucoup de primes là, mais ce n'est rien à comparer à ce qui se passe fondamentalement. Il y a deux questions de fond. La question des conditions de vie des enseignants, et qui implique les conditions de vie des étudiants, et la question générale de l'académie. L'académie implique aussi la question de la réforme au niveau de la recherche, qui est inexistante. Vous voyez, dans une université, avec toutes les assurances que vous avez vues là, mais il n'y a aucune recherche qui est engagée, aucune professionnalisation de l'enseignement. S'il vous plaît. Je précise, donc il y a deux points ici. S'il vous plaît, je vous en prie. J'ai rappelé les modalités de l'émission en début. Quand quelqu'un parle, on l'écoute, on peut prendre des notes, j'ai des papiers, mais je souhaite, docteur Anké, qu'on reste sur la grève. Qu'est-ce qui motive la grève actuelle dans les universités d'État? On pourra s'étendre plus tard parce qu'on n'a pas assez de temps, on n'a que 90, il nous en reste peut-être 70. Qu'est-ce qui motive la grève actuelle dans les universités d'État au Cameroun? Vous avez été mandaté par le syndicat des enseignants du supérieur. Dites-nous. Je vous ai dit deux choses. Il ne veut pas inventer les causes. Allez-y. Première cause, c'est que sous cette affaire des primes, c'est-à-dire la 4e tranche de la prime de modernisation, la prime spéciale, qu'on dit désigner la prime spéciale du chef de l'État pour la modernisation de la recherche, elle est réclamée par nous avons au moins 2000 collègues qui n'ont pas reçu la prime. Mais au-delà de ça, parce que réclamer une prime, c'est vraiment, on ne devrait pas arriver à cela. Il y a des questions de fond que nous posons, qui sont les conditions de vie dans lesquelles nous éduquons, nous prétendons inscrire nos étudiants, qui sont presque
à l'image même de la déconsidération que nous avons, que le gouvernement nous pose. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, vous devez comprendre, c'est important, que si dans une université, il n'y a pas la recherche, il n'y a pas le pan recherche, il n'y a pas toutes les infrastructures qui vont avec, il n'y a pas déjà même au niveau du contenu des enseignements, qui sont presque inexistants. Parce que ce qu'on a là, c'est des récitations qui ne sont plus adaptées à notre monde. Nous devons donc faire prévaloir cela, parce que nous sommes en quelque sorte, l'université nous appartient. L'université n'appartient pas au gouvernement. L'université appartient au corps enseignant, aux étudiants, aux anciens, au peuple, en fait. Donc, nous devons constater ce qui pose problème et l'opposer. Or, la façon dont c'est géré, c'est comme si c'était une université qui appartient à un groupe de personnes qui peuvent décider de donner les primes, de ne pas donner en fonction de leurs humeurs. Donc, ça pose un problème de fond. Voilà ce que nous réclamons. 2000 enseignants n'ont pas reçu leur prime, c'est bien ça? Et pas les conditions de la prime spéciale du chef de l'État. Et vous avez reçu la vôtre? Oui, j'ai reçu. Vous n'avez pas de problème. Moi, je n'ai pas de Donc problème. il y a une discrimination dans le paiement des primes. Exactement. À quoi sert cette prime? Et depuis quand elle a été instituée par le chef de l'État? La prime, si mes souvenirs sont bons, il y a j'ai la documentation, il y a de cela en 2014, je pense. 2009, je pense que c'est 2009. Expliquez-nous à quoi elle sert. Alors, la prime, je n'ai pas la date exacte, mais la prime a été instituée par le chef de l'État pour un peu ramener, vous voyez, les salaires ont été totalement divisés peut-être par 10 au niveau des universités, comme d'ailleurs dans beaucoup de corps. Donc, quand on compare avec ce qui se passe dans les autres, si on dit qu'on doit comparer par rapport au niveau des salaires, ne serait-ce que dans la sous-région, on va se rendre compte que c'est presque dérisoire. Donc le chef de l'État a pensé que comme une sorte de revalorisation des salaires, parce que c'est ça qui est question, même si on ne le dit pas, puisque le Premier ministre a demandé que cette prime soit mensualisée. J'ai un document que je vais vous remettre que la prime soit de manière mensuelle, ça soit intégré dans les salaires. Oui. Donc c'est une prime qui en quelque sorte revalorise un peu le salaire des enseignants. Mais en réalité, ça participe de la recherche, pour promouvoir un peu le b.a.-ba de la recherche. C'est-à-dire que vous allez dans un colloque, vous devez produire des ouvrages, vous devez aller sur le terrain. Donc il y a un ensemble de préalables qui pourraient aider à ce que l'enseignant assume vraiment ses responsabilités. Donc on a institué cette prime-là et elle est donc donnée en fonction du grade et en fonction du grade. Vous avez vu la dernière fois, avec beaucoup de légèreté, le ministre de l'Enseignement supérieur a publié les taux, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de déconsidération des taux qui reviennent à chaque corps, à chaque niveau, à chaque grade. Donc, voilà les questions. Publication, je sais pas, où est la légèreté dans la publication? Non, quand même, on ne va pas voir ça dans d'autres corps. On ne va pas voir, c'est la déconsidération. C'est-à-dire le manque de respect envers notre corps. Comment vous pouvez dire publié? Non, ça ne se fait pas. Ça se fait, il faut être, j'ai cette ligne maturité, même s'il veut aller un peu plus loin. On va rester courtois. Oui, c'est pourquoi je dis, je vais être courtois. Je dis donc, c'est la déconsidération. On ne peut pas comprendre que, vous savez combien on donne comme prime aux magistrats. Vous savez comment on donne comme prime aux hauts gradés des forces de l'ordre. Vous savez comment, quelle est la raison pour laquelle on doit donner cela? Donc vous n'avez pas apprécié le fait que cela soit publié. On ne peut pas comprendre cela, en fait. D'accord. J'ai devant moi, avant de passer la parole au docteur, au professeur Joseph Lebel Tamazi, qui est impatient de prendre la parole, le mot d'ordre des grèves, il faut qu'on le lise pour qu'on sache les deux principaux points qui ont été retenus par le syndicat. Vous allez prendre la parole. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Cameroun, Ben Sines, réuni le 6 février 2021 en session extraordinaire, a examiné un seul point à l'ordre du jour, l'état des paiements de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. Le Ben Sines constate qu'à ce jour, il n'y a pas eu évolution dans le paiement de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. Plus de 2000 enseignants des universités d'État attendent toujours le paiement de leur allocation. Le Ben Sines reste ouvert au dialogue. Le Ben Sines réitère que la grève suspendue le 30 janvier 2021 reprend. Le 8 février 2021 avec cessation des activités d'enseignement et d'évaluation, proposition de sujets, surveillance et correction. Pour le bureau exécutif national, professeur Topi Focho Blaise. Alors, professeur, qu'est-ce qui se passe
pourquoi 2000 enseignants n'ont pas reçu leur allocation? Oui, merci. Avant de répondre à votre question, je dois apprécier la jeunesse du Dr Nkeh. La jeunesse du Dr Nkeh qui vient d'entrer à l'enseignement supérieur, qui vient d'embrasser le mouvement syndical et qui naturellement ne maîtrise pas les contours du dossier. Parce que lorsque le Dr Nkeh dit qu'il n'y a pas de recherche dans les universités d'État, il a changé de grade tout récemment. En changeant de grade, il a dû produire de la recherche. Je vous dis, il dit qu'il n'y a pas de laboratoire dans son mot introductif. Je dirais à Dr Nkeh, je l'inviterai à visiter mon laboratoire. Je lui dirais qu'il y a le laboratoire high-tech à l'université Yaoundé 1. Il y a le centre de biotechnologie qui a été agréé à faire les tests Covid. Il y a de nombreux laboratoires à l'université Yaoundé 1 qui fonctionnent. Depuis 2009, que le chef de l'État a institué cette prime, les changements de grade évoluent crescendo. Les enseignants produisent une recherche de qualité. À l'université de Tchang l'année dernière, il y a 25 enseignants qui ont eu des prix à l'international. Grâce à la recherche. Dans la recherche, à cause de la qualité de leurs travaux de recherche. Tout cela va au crédit de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire. J'étais de ceux qui ont négocié pour l'obtention de ce que nous avons appelé à l'époque le programme triennal d'amélioration des conditions de vie des enseignants du supérieur, que le premier ministre Mafani Moussongé avait promis aux enseignants que la demande étant trop forte, le chef de l'État ne peut pas donner en une seule fois. Et en 2000, le chef de l'État a signé un décret qui rééchelonnait l'indice des enseignants du supérieur. En 2002, il a signé un deuxième décret qui revalorisait les primes de l'enseignement supérieur et les primes de technicité. En 2006, le chef de l'État a fait payer la dette académique. Et en 2009, le chef de l'État a institué l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. Qui s'élève à combien? Qui, au moment où le chef de l'État créait cette prime, il y avait 4 milliards 108 millions dans la cagnotte. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 10 milliards 500 millions qui, depuis 5 ou 6 ans, n'a pas évolué. Alors que la dépense réelle est de l'ordre de 14 milliards de francs CFA. Il faut chercher le surplus pour combler. Il faut que le ministre d'État au quotidien ait en travail avec le ministre des Finances pour trouver les moyens pour faire cette recherche. Dit qu'il n'y a pas de recherche à l'université, c'est dit que le chef de l'État a mal fait de mettre cette prime. D'accord, on voit bien quand on vous écoute qu'il y a une attention qui est constante du chef de l'État vis-à-vis des problèmes qui concernent le supérieur. Mais lorsque le Dr Nkeh dit que le ministre d'État de l'enseignement supérieur, dans son communiqué, en publiant les montants, parce que le Sénat laisse croire, comme le Dr Nkeh le dit, que le chef de l'État ne fait rien pour la recherche universitaire. Le ministre d'État et le ministre de l'enseignement supérieur a l'obligation de communiquer. Le chef de l'État a fait beaucoup. Et quand bien même on va comparer les salaires des enseignants du supérieur avec ceux du Cameroun, j'ai consulté la grille salariale des hauts gradés de l'armée. J'ai consulté la grille salariale des corps de la police. J'ai consulté toutes ces grilles salariales et je dois dire, les enseignants ne sont pas mieux lotis par rapport aux enseignants qui sont dans le même niveau d'économie en Afrique. Mais sur le plan local, les enseignants, ils ne sont pas les premiers, mais ils sont bien lotis parce qu'ils font un travail spécifique. Faire de la recherche, ça demande une grosse mobilisation de fonds. Maintenant, pour revenir au communiqué que vous avez bien fait de citer, je n'ai pas très bien compris comment le SNEP pour dire qu'il n'y a pas d'évolution dans le paiement. Pas d'évolution dans le paiement de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. De la recherche. On est parti de 4 milliards à 14. Non, il y a eu une évolution. À 10. Mais il y a 4 quand même qui doivent être comblés par le ministre chaque année. Chaque année. Mais quand il ne dit pas d'évolution, ça veut dire qu'il faut entendre par là que du lancement du mot d'ordre de grève jusqu'à cette date, aucun enseignant n'a été payé. Ce qui est faux. On ne peut pas dire pas d'évolution. On peut dire évolution non satisfaisante. C'est un problème de mauvaise foi. Ça laisse comprendre à l'opinion que depuis qu'on a lancé le mot d'ordre de grève, aucune action n'a été
Et ils essayent de corriger en disant 2000 enseignants n'ont pas encore reçu, ce qui est contradictoire avec le premier élément qui se cite. Et la question que je vais poser à M. Nké. C'est moi qui pose des questions ici. Je voulais justement vous poser une question. Oui. Pourquoi certains enseignants sont payés et pas d'autres? M. Nké est honnête, il rappelle que lui, il a déjà été payé. Mais pourquoi les autres ne sont pas payés? Quelle est la grille discriminatoire? Du moins, sur quel élément on se fonde pour dire que M. Nké doit recevoir sa prime et pas d'autres? Lors de la rencontre, lors de l'audience que le ministre d'État de l'enseignement supérieur a accordée au secrétaire général du SINET et à certains membres de son bureau, le ministre d'État a expliqué les mécanismes de paiement. Lui, en tant que ministre d'État, prépare le dossier technique. Il envoie au ministre des Finances pour paiement. Le ministre des Finances a, dans ses dossiers, la liste nominative des enseignants avec les montants alloués à chaque enseignant. Dans la faute de revient au ministre des Finances alors? Le ministre des Finances, pour payer, a besoin de la liquidité. Et le ministre de l'Enseignement supérieur ne gère pas les caisses de l'État. Son rôle, c'est de concevoir le dossier avec les montants et de donner à la personne qui détient les fonds publics pour que la personne, en fonction des mobilisations qu'il va faire, de mettre l'argent à la disposition des enseignants. Et à partir de cet instant, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur est capable de savoir pourquoi à l'heure H, le ministre des Finances décide de payer telle personne et il demande d'attendre juste un peu le temps que l'État refait ses forces? Parce qu'en réalité, au mois de janvier, nous savons tous que c'est le mois où l'État refait sa santé pour la nouvelle année. D'accord. Vous allez prendre la parole. Je voulais d'abord, chacun va prendre d'abord une première prise de parole. Docteur Hilaire Kamgal, ma question reste. Hein. On aurait pu croire que la discrimination se fait au niveau des grades. Docteur Nké est encore docteur, mais il a déjà reçu sa prime. Il me semble qu'il y a des professeurs qui n'ont pas encore reçu, docteur Nké. Je me trompe peut-être. Il y a des professeurs qui n'ont pas encore. Sur quoi est-ce qu'on se fonde pour discriminer? Pourquoi certains reçoivent et pas d'autres? Je suis mal placé pour le dire, parce que les plénipotentiaires du ministère de l'Enseignement supérieur sont là. Et je crois que le professeur Tamazé a dit des choses très claires sur la question de la procédure par rapport au paiement. Lorsqu'il s'agit de payer une dépense publique, lorsqu'il s'agit d'exécuter une dépense publique, je crois que la procédure a été clairement précisée, mais seulement ça laisse toujours en suspens la question centrale. Pourquoi est-ce que dans une liste, le ministre des Finances pense qu'il doit choisir qui il doit payer et pas l'autre? Ça pose un problème fondamental. Est-ce vraiment au niveau du ministre des Finances que ça se pose? Est-ce vraiment au niveau du ministère des Finances que ça pose? Parce que je vois mal ici comment est-ce que le ministre des Finances, que je sais très rigoureux, peut recevoir une liste de gens à payer. Soit il les paye à ce moment-là, entièrement, soit il diffère le paiement pour tout le monde. Sinon, ça crée un élément discriminatoire qui me semble pas être dans l'ADN de ce monsieur, que je crois pouvoir connaître un tout petit peu. Donc, du coup, il y a un problème qui se pose. Il faut détecter le nœud du problème ailleurs. Vous pensez que la discrimination se fait en amont, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur? Sûrement qu'il y a peut-être d'autres grilles qui permettent d'envoyer des listes peut-être par vague, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas répondre à la place des gens qui sont là, parce que le ministre a envoyé... Il y a deux plénipotentiaires du ministère là qui sont mieux placés pour dire les choses plus précisément. Mais simplement, je voudrais quand même embrayer sur un fait précis, parce que là, quand on aura des explications, peut-être ça m'amènera à revoir ma position, mais je crois qu'on est encore là dans l'univers de la mafia que je dénonce de manière permanente. C'est-à-dire qu'on crée tout pour essayer de laisser dans un environnement mafieux ce qui devrait être normal. À la réalité, le CINES fait un excellent travail depuis 1991. Je crois à sa création aux années 91, ça fait un excellent travail. J'ai eu le privilège de travailler avec Njongwane Djipoko, qui est le premier, qui était, je crois, le premier secrétaire exécutif, premier président, je crois. J'ai eu le privilège de travailler avec lui dans les années les plus chaudes à la réalité. Et je sais que le CINES nous a accompagnés avec des intentions extrêmement positives. Et même le dialogue universitaire a été ouvert sous son air, parce que non seulement il était rigoureux, mais il avait quand même la prédisposition de dialoguer et de trouver des compromis qui permettent d'avancer et non de bloquer les situations. Ça, c'est une chose. Maintenant, la question centrale pour moi, celle à laquelle j'ai voulu bien avoir une réponse, c'est dire que pourquoi est-ce que le débat c'est sur la prime spéciale? Pourquoi est-ce que l'ordre gouvernant au Cameroun décide
de centrer son action sur des primes spéciales et non sur la revalorisation automatique des salaires. Parce que c'est un problème de fond. Lorsque, dans les années 90, pour des raisons économiques et autres, on décide de dire il faut que tout le monde serre la ceinture, naturellement, l'universitaire, l'enseignant d'université, voit son salaire qui est divisé par 3, 4, dans certaines conditions. Lorsque la reprise est avec l'atteinte de l'initiative PPTE, il me semble que la logique aurait voulu que on ramena les salaires à leur niveau de base à ce moment-là, que de maintenir à un niveau assez dérisoire et d'y ajouter des primes qui peuvent être élastiques à la réalité. Et là, ça a un autre problème, un autre revers. Pourquoi parler de primes de recherche au lieu de financer la recherche? Parce qu'il me semble que l'équation aurait été simple. Si on voudrait que la réforme soit sérieuse, on revalorise le salaire de l'enseignant en fonction du niveau de finances publiques et on met en place un fonds de financement de la recherche qui, cette fois-là, questionne et appelle à la gouvernance universitaire réelle. C'est-à-dire que on ne vient pas me donner tous les trimestres un montant précis, même si je ne fais rien, même si je m'en vais peut-être me balader à Genève ou chez moi, à Strasbourg avec. Mais on me dit, je dis, dans le cadre de mon projet de recherche qui va durer 3 ans, j'ai besoin de tel financement, et on met ça, on débloque à Madi. Et quitte à ce que, de manière périodique, comme dans les universités et les académies sérieuses qu'il y a dans le monde, quitte à ce que périodiquement, j'essaye de déposer les éléments d'avancée de ma recherche pour justifier le déblocage de la suite des financements. Mais ici, on est dans une situation où on donne des primes de recherche. C'est-à-dire quelque chose qui peut cesser demain et pour lequel on n'a même pas d'évaluation. Parce qu'à la réalité, je voudrais bien que, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on me dise comment est-ce que ces 10 milliards qui sont débloqués chaque année, comment on évalue que ça produit une recherche conséquente. D'accord, justement. Parce qu'à la réalité, au lieu de financer 2000 personnes pour 10 milliards, à la réalité, on pourrait financer 200 personnes pour 5 milliards et avoir un résultat. Et maintenant que les salaires des enseignants de l'université soient mis au niveau où ils ne seraient pas dans une posture de mendicité vis-à-vis de leurs étudiants. J'apprécie votre réflexion, mais pour le moment, essayons de régler d'abord les questions de la grève et puis on va évoluer. Professeur Ango, quand je lis le communiqué du CINES, il y a une voie qui est toujours ouverte, le dialogue. Est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur a rencontré le CINES? Est-ce que vous les avez écoutés? Quelles sont les propositions qui leur ont été proposées? Est-ce que celles-ci ont été réellement implémentées? Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord calmer les esprits sur ce plateau pour dire qu'il n'y a pas de feu dans l'enseignement supérieur. Il y a de la sérénité au niveau de la recherche et il y a de la détermination au niveau de la production scientifique. Bien entendu, il y a des collègues qui ne reçoivent pas, en fait, qui n'ont pas encore reçu les primes. Il est tout à fait normal et logique que les uns et les autres expriment leur mécontentement. Et ce mécontentement n'est pas dû au ministère de l'Enseignement supérieur, ni même au ministère des Finances, mais c'est la conjoncture sociale qui est la situation économique du Cameroun. N'oubliez pas que le pays traverse des périodes très difficiles pour trouver des financements, pour trouver de l'argent liquide, pour payer et même pour financer beaucoup de travaux. Le Cameroun est engagé dans les travaux d'infrastructure routière, le Cameroun est engagé dans la crise anglophone. Il y a le Covid également qui est passé par là. Alors c'est pas facile de mobiliser, vous savez les conséquences du Covid. Mais je dis que nous, enseignants, nous devons rester sérieux. C'est-à-dire, l'État nous a confié une responsabilité, nous devons mettre la valeur absolue. Je crois que c'est quand même l'éducation des enfants de ces pays. Alors, d'où vient-il que vous n'avez pas peut-être reçu votre prime? Vous dites que vous n'enseignez pas, vous ne travaillez pas. Moi, je travaille. Je suis allé travailler. Aujourd'hui? Oui. À l'université de Yaoundé? Tout à fait, à l'université de Yaoundé 1, qui fonctionne à merveille. Vous n'avez pas respecté le mode de grève? Non. L'université fonctionne. L'université fonctionne. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève dans les universités. Moi, j'ai dispensé mes enseignements aujourd'hui, j'ai évalué dans le cadre des examens. Donc, moi, je dis, je voudrais appeler l'attention des collègues, y compris ceux du CINES, sur l'intérêt général qu'il va falloir préserver. Alors, quel est l'effort de guerre des enseignants du supérieur aujourd'hui? Le Cameroun a tout fait pour nous situer à un niveau d'aisance. Le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État, les recteurs des universités.
travaille à ce que l'enseignant ne soit pas quand même le dernier de cette société. Alors, mais qu'est-ce que nous rendons? Alors, j'ai dit, le ministre d'État a publié un communiqué il y a moins d'une semaine. Il a reçu effectivement le SINES où un compromis avait été trouvé, n'est-ce pas, où il a expliqué les raisons pour lesquelles le paiement était progressif. Vous-même, vous savez qu'il s'agit des mécanismes de déblocage de fonds au ministère des Finances. Il n'y a pas que les enseignants. Il y a les militaires, il y a les médecins, il y a etc. Alors, le ministère des Finances qui juge de l'opportunité et du paiement, mais il faut quand même reconnaître que l'enseignement supérieur est quand même, occupe une place de choix dans le corps du ministre des Finances, qui très souvent opère des déblocages rapides pour que les enseignants soient payés. Alors, je voudrais quand même dire à M. Eke de se calmer. Parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans la même université. Lorsque nous sommes dans l'université, tout ce que vous décrivez, le constat catastrophique que vous présentez au Cameroun, c'est pas ça, en réalité. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Les enseignants ne sont pas dans des mauvaises conditions de travail. Allez dans les laboratoires, je vous parle en tant qu'inspecteur des services. Parce que je descends dans les universités au quotidien pour voir ce qui se passe. Les laboratoires. Et il ne faut pas seulement voir les enseignants, les étudiants, le personnel d'appui. L'État ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'université est dans un état catastrophique comme vous le décrivez. Les conditions de travail sont tout à fait acceptables. Les primes internes passent normalement. La prime de recherche passe. Les enseignants vacataires ont leurs heures complémentaires, etc. Toutes les universités travaillent à ce que, au moins, que la majorité des problèmes soient réglés. Juste une question avant de revenir au docteur Fouidelon. Il y a également une question de la gestion de cette prime-là. Il y a des enseignants qui, depuis des années, reçoivent la prime, mais on n'a aucune recherche. Non, alors, écoutez, je vais répondre à votre question. Je voudrais prendre une seule variable, un seul indicateur, les ressources humaines. Vous comprenez? Alors, cette ressource humaine qui est formée dans les écoles normales, dans les facultés de médecine, dans les écoles d'ingénieurs polytechniques, qui sortent avec des diplômes d'ingénieurs. Vous croyez qu'on vous délivre un diplôme sans un travail de recherche qui est encadré par les enseignants? Alors, la prime là, c'est pour l'encadrement alors? Mais c'est tout ça la recherche. La recherche n'est pas seulement les ouvrages que nous publions. La recherche à l'université, c'est même la thèse de doctorat, c'est un travail de recherche. Vous connaissez combien de thèses de doctorat sont soutenues dans les universités? Bon oui, mais les enseignants, les professeurs... les professeurs... Je confesse que j'avais une autre idée de la recherche. Voilà, c'est ça, c'est que je vous explique. Merci de m'édifier, hein. J'espère que vous m'édifiez vraiment. Je vous dis donc que la recherche à l'université s'opère au niveau basique. Au niveau donc, en enseignant, on est dans la recherche. Bien sûr, puisque lorsque vous passez dans un amphithéâtre, vous allez faire de la recherche pour pouvoir actualiser vos cours. C'est un travail de recherche. D'accord, s'il vous plaît. Docteur, vous aurez la parole. Le deuxième niveau de la recherche, M. Obama, c'est la production scientifique. Tout à fait. Alors, pour passer donc d'assistant chargé de cours, maître de conférence, professeur titulaire, c'est conditionné, entre autres, pas de la publication des articles. Je voulais qu'on s'accorde d'abord sur la recherche. Vous avez peut-être une... vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Sur la recherche? Sur la recherche. Oui. Je voudrais inviter Dr. K et tous les autres. Mais monsieur Obama, vous lui avez donné la parole deux fois. Il y a une injustice derrière. Ils sont deux contre moi. Vraiment, il ne faut pas que vous commenciez à... S'il vous plaît. Docteur K, s'il vous plaît. Le professeur Tamazé, permettez. Vous aurez encore la parole. Je vous donne la parole juste pour faire une question sur la recherche. Il a parfaitement raison. Et c'est lui qui devrait prendre la parole. Je voulais l'éclairage sur la recherche. Le professeur Ango nous dit que la recherche, il y a une première recherche dans l'enseignement. Quand on enseigne, on fait de la recherche. Il y a également de la recherche scientifique. Je croyais que vous ajoutez un élément. Je dois ajouter un élément. Allez-y alors rapidement, avant qu'on lui passe la parole. Dans l'encadrement des travaux de recherche, on a dit déjà. Arrive dans un laboratoire équipé par le maître. Fait ses travaux et deviendra lui-même maître.
Environ 1000 thèses de doctorat ont été soutenues seulement l'année dernière dans les universités d'État. C'est la recherche. Ça, c'est la recherche. Je dois inviter M. qui est sorti d'ici de voir à Research Gate le nombre d'articles pour cette année a publié en 2020. Ah, ça c'est la recherche, parce que la publication des articles c'est différent de l'enseignement. C'est compris, professeur. Merci beaucoup. On va passer la parole au docteur Nké. Je suis content d'abord d'accord sur le concept de recherche. C'est quoi la recherche selon vous? La recherche a deux niveaux. Parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure que je suis jeune. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils ont tout oublié en fait. On va rester courtois. Quand on dit que tu es jeune, c'est pas courtois. Hein. Pour dire que tu ne maîtrises rien, ça c'est du mépris. Je ne suis pas ici en tant que moi, je suis le représentant des universitaires du Cameroun. Là où je parle, je ne parle pas au nom de Kéfredola. J'ai eu mandat souverain de parler au nom de toutes les universités. Tous les universitaires. Sauf la mienne. De tous les universitaires. Je ne parle pas des universités. Donc, en tant que syndicat. Tu vois les membres du syndicat. Oui. Vous êtes pas membre du syndicat, apparemment. Je voulais dire. Je suis membre du syndicat, je paye mes droits. Bon, ce que je voulais dire. Pour vous alors. Ce que je voulais dire, c'est de. Je suis un peu. C'est presque honteux, hein, ce que j'ai vu là. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas ce que c'est que la recherche. Ouais, les réponses qu'ils donnent. S'il vous plaît. Après, on dit que je bavarde. Il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est les deux aspects de la recherche. Okay. Vous dites que vous ne voyez pas les résultats de la recherche. Et la recherche fondamentale, on n'est pas obligé de produire des résultats. Mais on creuse le concept, on creuse la théorie pour aller plus loin dans les références universelles. Mais là, la recherche appliquée, bon, c'est autre chose. C'est-à-dire que là où on doit avoir donc des centres de recherche, des laboratoires de recherche, d'un circuit de contact international, tout un réseau qu'on doit mettre sur pied. Et qui est adossé à des infrastructures de fonds qui n'existent pas. Non. Alors, ce qui se passe, c'est que... vous aurez la parole. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation que vous faites là. Et vous savez, c'est ça qui plombe ce pays. Les gens, ils traversent le pont. On parle de l'université. Oui, on parle de l'université. Les gens traversent le pont, ils coupent. Et les autres, moi j'ai mon centre de recherche. Vous voyez le niveau d'empathie où les gens sont plongés. On parle de recherche. Moi, j'ai mon petit centre de recherche parce que j'ai déjà ma direction que je gère au ministère et le reste, on s'emballe. Alors, ce qui se passe donc fondamentalement au niveau de votre question, c'est quoi? C'est que les gens confondent beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez là comme intervention scientifique, la plupart du temps, c'est des initiatives privées. Et lorsque quelqu'un arrive même avec un dossier pour dire que je vais promouvoir la recherche à tel niveau, c'est les mêmes gens qui bloquent parce qu'ils ne voient pas leur intérêt. Fondamentalement, je vais vous dire, ce pays se porte très mal. Quand vous allez à l'université Yaoundé 1, ils disent qu'ils sont de l'université Yaoundé 1. Lui, c'est un ancien syndicaliste. Il était SG du SNES avant. Mais le discours qu'il tient là, j'ai presque envie de fuir, il ne me le reconnaît plus. Parce que quand il réclamait à corps et à cri qu'il n'y avait presque rien. Et comment en deux ans ça a changé? Fondamentalement, quand vous allez à l'université Yaoundé 1, il parle des conditions des étudiants. Je vous assure, quand j'ai été désigné SG, j'ai dit à Madame le doyen, je vais faire une grève. Si je vois encore un étudiant assis à même le sol, à l'université ici, à côté de la présidence, on fait cours étant assis à même le sol. Et vous venez ici, vous moquez des gens, et on ne doit pas parler de ça, parce qu'on va dire le chef d'État, le chef d'État lui-même. Si on rentre dans les fondamentaux de la loi, si on rentre dans les fondamentaux, on va aller dans le texte que j'ai mis ici. Nous avons ici le décret 2009-121 du 8 avril. Ça, c'est le décret sur la modernisation. On disait là, c'est en 2009 qu'on a institué ça. Maintenant, allons-y au décret numéro 99-201 du 17 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique, qui est présidé par le président de la République. Je vous assure, le nœud de nos problèmes, c'est ici. C'est-à-dire que ce texte, c'est la charpente de l'université. Et notre université n'a pas de charpente. Notre université n'a pas un leadership. Le président de la République n'a jamais mis pied à l'université. Encore moins présider le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique. Dites-vous bien que voici ce que prévoit la loi. La loi, ce décret, lui-même qui a signé, il n'est jamais venu présider cela. On ne peut pas, on ne sait même pas où on va. Quand vous entrez en salle, dans une salle, vous ne savez pas ce que vous enseignez aux étudiants, monsieur.
Parce que les contenus d'enseignement ne sont totalement déphasés. On récite les choses, on récite des choses qui n'ont aucun sens. Les étudiants sortent de Polytech. Où sont les stages? On parle de professionnalisation. Tout est bâclé. Si le président de la République ne peut pas déjà présider le Conseil de l'enseignement supérieur, qui définit la charpente de ce qu'on doit faire, parce que en réalité, c'est là où on se retrouve avec tous les ministères. Tous les ministères. Parce que c'est là où on voit le genre, le type de Camerounais, comme lui-même avait dit, qu'on veut former. Alors, si déjà il n'y a pas ça, ça veut dire qu'en réalité, il s'en fout. Non, attendez, je vais dire. Non, si, on va docteur K, on va pas. Non, on suppose qu'il ne peut pas s'en foutre. On imagine. Il s'en fout pas. La preuve, c'est qu'il y a quand même. Sinon, alors pourquoi il ne préside pas? Parce que je vous dis sans ça. Attendez, monsieur Obama, c'est moi qui parle. C'est moi qui assume mes mots. Parce qu'en réalité, quand on voit ce qui se passe là, c'est une politisation outrancière à l'université. Vous voyez, celui qui est là actuellement, il ne parle que politique. C'est pourquoi il ne comprend même pas ce qu'est la recherche. Parce qu'en réalité, quand on lui pose des questions, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit dire. Et je vous dis, c'est très sérieux ce que je dis là. Et j'assume mes paroles. Il ne faut pas s'amuser avec ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Je gagne quoi à venir parler? Moi, je m'apprime, non? Mais quand je vois, je suis payé pour quoi en fait? Pour réciter, pour que les enfants récitent. On vous dit, asseyons-nous. Si ça vous dépasse, convoquez les gens, ils vont vous dire comment ça fonctionne. Ces gars ne maîtrisent rien. Des bêtises, rien. Et c'est important qu'on le relève ici. Si elle comprend bien. Ils sont embrouillés là dans ce qu'ils disent là. Si elle comprend bien pour vous, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a aucune visibilité. Dans les parcours, dans les curricula, dans la vision même de notre. Mais il y a la prime que vous revendiquez. La prime, c'est presque nul. Mais elle existe au moins. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cette clochardisation. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la prime existe? Elle existe. Est-ce qu'il y a eu, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de la prime? Non, ils ont dit maintenant ils ont dit on est parti de 4 milliards à 10 milliards. Attendez, il manque 4 milliards en fait, presque 5 milliards. Il a dit. Oui, il a dit. Bon, j'ai les chiffres. Mais il y a quelque chose qu'il doit dire. Vous voyez pourquoi ils sont en train de se comporter ainsi? C'est important que vous compreniez. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous voyez comment on nous méprise. Un, on nous clochardise. Deux, on nous appâte avec des petits postes. Comme ils ont des petits postes là, c'est la fin du monde. Trois, on nous humilie, on s'auto-humilie. On dit non par rapport aux autres corps, machin. Vous voyez le niveau de dégradation morale. Et vous allez dire que c'est le Motazé qui a un problème. Le problème n'est pas Motazé, c'est nous-mêmes. Parce qu'il est là depuis. Si vraiment on avait mis sur place, il parle beaucoup de Paul Biya, Paul Biya. Laissez Paul Biya tranquille. Il ne préside pas le Conseil de l'enseignement supérieur. On le lui reproche. Ce n'est pas une faveur qu'on lui demande de faire. C'est notre droit. Il doit présider, il doit venir à l'université. Mais le problème qui se pose à leur niveau, ils sont incompétents. Ils ne peuvent pas. Non, je dis c'est la vérité. Attendez. Docteur K, s'il vous plaît. Docteur K. Comment vous appuyez au Moudaza alors que si on avait appliqué la réforme de 93? Monsieur K, s'il vous plaît, monsieur K, je vous retire la parole, s'il vous plaît. J'ai rappelé en début d'émission qu'on n'est pas là pour s'insulter. C'est la vérité, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'est pas là pour s'insulter. C'est pas vrai. S'il vous plaît, je crois que si vous n'avez pas été mandaté par le CNES pour venir, pour avoir des propos qui ne sont pas orthodoxes vis-à-vis des personnes, des personnalités. Vous êtes là pour défendre un idéal, pour défendre. S'il vous plaît, pour défendre du moins ce que vous reprochez au gouvernement actuellement. Oui. Mais de là, les qualificatifs, je pense qu'on peut faire l'économie. On peut faire l'économie des qualificatifs. Vous allez chuter. Qu'est-ce que vous souhaitez actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir au CNES? Vous avez dit que vous souhaitez le dialogue. Il me semble bien que les mesures sont prises au niveau du ministère pour que les paiements soient. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir actuellement? Nous sommes plus au niveau de la prime. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que les gens mensualisent cette prime, suivant le vœu du Premier ministre. Non. Deuxième chose. Il n'y a jamais eu ce texte. Deuxième chose. Ne faites pas comme non. Quand je vais parler, vous avez dit que il ne se respecte même pas. S'il vous plaît. Mais laissez-moi parler, monsieur. S'il vous plaît, je peux faire. S'il vous plaît. Non, c'est faux. Professeur Tamassé, je vous ai vu vous avez un papier. Oui, j'ai noté. Notez tout à l'heure. Mais il faut lui dire que c'est faux d'abord. Aucun Premier ministre n'a jamais demandé de mentionner la prime. Docteur, parce que par rapport à tout vous n'avez pas la parole, professeur. Allez-y, docteur K, chutez. Vous pouvez rire parce que vous avez. C'est sa jeunesse. Allez-y. Moi, je ne veux pas. Vous voulez. Je suis dit. Qu'il ne m'appuie pas les jeunesses, allez sur le mépris. On ne va pas vous couper. J'ai dit, vous avez dit, je vous reprends, hein, je réinterprète ce que vous avez dit. Il faut mensualiser la prime. Deuxième chose, allez-y. Qu'on n'accuse pas les gens dans leur bévue. Parce que... Ça, c'est une mesure que vous voulez vraiment là? Oui. Parce qu'il faut qu'ils assument ce qu'ils sont en train de faire. Parce que on sort des dialogues avec monsieur le ministre d'État. On a fait des rencontres le week-end
avec d'autres services de l'État. Vous étiez là en personne? Non, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Bon, parce qu'il va dire quelque chose qui n'est pas normal. Donc, en réalité, non, je ne m'entends pas avec ces gens, donc c'est mieux que je ne parle pas. Bon, alors si je voulais dire, c'est que qu'on n'accuse pas Motazé, le ministre Motazé, parce que depuis 2000, dans les années 2000, on a demandé au ministre d'État de clarifier ce compte d'affectation. C'est dans l'opacité totale. Donc on ne sait même pas. Donc tout ce n'est que les conséquences. Quand on ne voit pas les conséquences, ils n'ont pas été capables de gérer l'université et c'est les conséquences. Deuxième chose, c'est qu'on dit, en dehors de mensualiser cette affaire-là, deuxième chose qu'on accuse par les gens, troisième chose, qu'on réforme l'université. D'accord. Et la réforme de l'université, il y a tout un ensemble. On leur a même donné un mémorandum. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'attaquent pas aux questions de fond. Nous sommes là dans la gesticulation. Les problèmes de fond sont là. Il dit qu'il y a l'université, il y a équipé. Regardez, allez dans il n'y a même pas d'abord de bureau. Il n'y a pas regardez là où c'est basé. C'est tout à fait, c'est une humiliation totale. Et ils sont contents parce qu'ils ont traversé le pont. Donc on doit dire que l'université se porte mal. Et les étudiants font cours étant assis. Et ils récitent des choses qui n'ont plus aucune phase, aucune réalité dans le contexte dans lequel nous vivons. Merci. Je rappelle que nous sommes là, nous parlons principalement aujourd'hui du mode de grève, du SINES. On essaie d'examiner quelles sont les réclamations, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement. Et nous avons sur le plateau deux hauts responsables du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous semblez avoir, du moins, perçu quelques erreurs. Je pouvais parler ainsi dans le propos de monsieur. Mais il y a des questions qui demeurent quand même. Au-delà de la grève, on évoque les questions de la gouvernance universitaire. J'apprends sur le plateau qu'il y a des laboratoires qui fonctionnent, alors que dans certaines universités, il n'y a même pas la connexion Internet. Il y a quand même des problèmes qui sont relevés régulièrement, des amphis qui sont bondés de monde, dont la capacité est largement dépassée. Mais restons à la grève. Voilà. Pourquoi au ministère de l'Enseignement supérieur, on ne crée pas un comité ad hoc de la gestion de la prime spéciale du chef de l'État, dans laquelle on retrouverait des responsables du SINES qui peuvent dire à leurs collègues quelles sont les difficultés que le ministère rencontre, notamment les difficultés liées au déblocage des fonds, notamment aux difficultés liées au fait que le ministère n'a que 10 milliards et il en faut aujourd'hui 14 milliards pour payer tout le monde. Pourquoi ça reste, pour reprendre l'expression du docteur Nké, dans une certaine opacité? Non, je crois que vraiment docteur Nké doit m'excuser quand je parle d'une certaine jeunesse. Ce n'est pas pour l'insulter, pour l'insulter. Quand il y a une compétence... Ce matin, une délégation désignée par le secrétaire général du SINES était au ministère de l'Enseignement supérieur pour s'enquérir du fonctionnement du compte d'affectation spéciale. Ils ont une séance de travail qui a duré 4 heures. Et régulièrement, tous les hauts responsables du SINES sont reçus par le gestionnaire du compte d'affectation spéciale qui laisse à la disposition des hauts responsables du SINES les modalités de gestion de ce compte. Naturellement, donc il participe à la gestion du compte. Il participe à la gestion du compte. C'est vrai, mais jusqu'à ce que lamentable. Il faut être honnête, monsieur Tamasse. Il ne faut pas dire les choses parce que vous avez déjà mangé. S'il vous plaît. C'est pas normal. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Donc, il faut dire professeur Tamasse. Non, il n'y a pas de professeur ici. C'est monsieur Nké, monsieur Tamasse. Laissez les titres là. S'il vous plaît. Ce que je veux la définition de la recherche vous a dépassé maintenant. Il ne faut pas me parler de professeur. Quand vous parlez de la définition de la recherche, je l'appelle professeur. S'il vous plaît. Docteur Nké, vous savez, professeur. Il ne sait pas définir la recherche. Je suis professeur comment? Docteur Nké, est-ce que vous savez qu'ici, on peut parler, on s'écoute calmement. Ce n'est pas quand on crie qu'on a la raison. La raison n'est pas dans je sais pas, si le volume ou dans non, soyons courtois, parlons calmement. S'il vous plaît, il s'est excusé pour cela. Non, il ne s'est pas excusé. Il s'est excusé. Non. Et s'il vous plaît, en tant qu'universitaire, je pense que c'est courtois d'appeler docteur, professeur. Non. Il y a des jeunes étudiants qui nous écoutent. Ça n'existe pas, ce n'est pas le tropicalisme d'ici. Ça n'existe pas. Monsieur Tamasse, monsieur Nké, laissez les titres là. Parce qu'on ne vaut pas, les titres là ne vous valent pas. C'est la vérité. Bon, on peut aussi dire que le vôtre ne vaut pas. Bien sûr, je suis monsieur. Bon, passons. Allez-y, docteur, professeur. Lorsque le chef de l'État institue cette prime en 2009, pendant les 5 années qui ont suivi, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, réunissait
le SNES pour répartir la clé de répartition entre les différents grades. Jusqu'à ce que le montant alloué n'a plus évolué. Je vous ai dit que c'est 10,5 milliards depuis environ 6 ans. Donc on perçoit en fonction de son grade. On perçoit en fonction de son grade. Un professeur reçoit en moyenne combien? Le docteur qui ne veut pas que l'on diffuse sur les médias. Je ne voudrais pas le faire ici. Parce que ce serait encore la preuve que le ministre d'enseignement a dit en Mondiovision sur Benio le montant. Donc je préfère ne pas... Non, pour nos téléspectateurs, dites-nous, combien reçoit un professeur? Un professeur reçoit 1 060 000. Comme pour par mois, trimestre. Par trimestre. Oui. Donc en un an, c'est... Un maître de conférence reçoit... Vous posez la même question aux militaires et aux juristes. Au magistrat, monsieur Ouang. Vous aurez la parole après. Non, c'est pas normal. Donc les professeurs reçoivent 1 million, les docteurs... Les maîtres de conférence, 860 000. Les chargés de cours reçoivent 665 000. J'ai posé une question tout à l'heure au professeur 665 000. Peut-être qu'il n'a pas... Est-ce qu'il y a... Et les chargés de cours et les assistants, 355 000. C'est de l'argent public. Ça veut dire que celui qui le reçoit doit rendre compte. Et les enseignants rendent compte. Ah bon, c'est vrai? Docteur K, vous avez rendu compte rendent compte dans si, au moment de changer de grade, oui. Un assistant qui, au bout de 4 ans, n'a pas pu devenir chargé de cours. Il peut répondre à ça. Est exclu des universités. Je peux répondre. Automatique. Il est exclu, mais il ne rembourse pas l'argent qu'il a été perçu. Non, c'est la preuve que... Vous aurez la parole après, s'il vous plaît. C'est la preuve qu'il est inapte pour être à l'enseignement supérieur. Hein? Un professeur a le devoir d'encadrer les assistants, les chargés de cours et les maîtres de conférence. C'est en tout cas ce que je fais en tant que professeur titulaire. Hein? Un professeur a le devoir d'encadrer les mémoires et les thèses. Un professeur a le devoir de faire des publications scientifiques. Et d'ailleurs, la prime interne à chaque université est assujettie à un rapport de recherche que moi je dépose pour bénéficier de la prime interne qui de facto justifie la prime de modernisation. D'accord, c'est compris. Je voulais, professeur Ango, aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait de la grève, mais on va au-delà. Le docteur Nké, je l'appelle docteur parce que vous êtes un universitaire et c'est bien qu'on reste dans les grades. C'est ça qui fait l'université. Docteur, professeur, maître de conférence, professeur titulaire. C'est ça qu'on nous a appris à l'université. Vous nous avez appris à l'université. Alors pourquoi il parle d'une réforme universitaire qui s'impose? À l'écouter, il critique, dénonce, fustige une inadéquation entre les enseignements actuels dans les universités et le professionnalisme qui a été annoncé par le chef de l'État. Est-ce qu'on pense quand même à la réforme universitaire? C'est vrai qu'on me dira que le ministre d'État, Jacques Famdongo, a entamé la réforme avec le système LMD qui est en cours, qui permet aujourd'hui à quelqu'un d'aller au travail le matin, de poursuivre ses études de soir. Il y a une grande avancée, mais est-ce que vous écoutez au moins les revendications liées à la réforme, celles qui sont portées par le SNES? Alors, je voudrais quand même préciser qu'en ce qui concerne la professionnalisation, elle est effective dans les universités. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les licences professionnelles. Peut-être qu'il faut rentrer dans les éléments basiques pour savoir ce que c'est que la professionnalisation. Alors, si vous allez à l'école normale supérieure, vous avez des professeurs des lycées. Ce sont des professionnels. Si vous allez en faculté... C'est pas nouveau quand même, non? C'était le cas depuis la création. C'est pour vous dire que le Cameroun était même très avancé en matière de professionnalisation. Alors, la professionnalisation sur le plan pratique, c'est quoi? C'est que on n'est plus dans l'enseignement théorique. L'étudiant suit des cours théoriques à l'université, puis il va faire ce qu'on appelle une formation en alternance, en entreprise. Donc, il est en contact avec l'université et l'entreprise. C'est ça le master. Donc, quand il a une licence professionnelle, il peut aller jusqu'au master professionnel. Et même les orientations des travaux de recherche ne sont plus des travaux théoriques. Ce sont des recherches qui rentrent justement dans des questions de professionnalisation. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de former des étudiants qui ne peuvent pas s'insérer directement dans le monde de l'emploi. Il s'agit de créer un étudiant qui peut être lui-même créateur de son entreprise et qui peut recruter ses camarades à travers justement le projet. Vous savez très bien que la fonction publique
ne peut plus recevoir tout le monde. La fonction publique camerounaise aujourd'hui n'a plus la capacité de recevoir. C'est pour cela que la révolution universitaire, qui est justement la professionnalisation des enseignements, c'est-à-dire que l'université aujourd'hui invite des professionnels, des chefs d'entreprise qui viennent dispenser des cours pratiques, et l'étudiant, dans le cadre d'une navette entre l'université et l'entreprise, peut aller faire une formation pratique en entreprise. Et donc, si je prends le cas, par exemple, d'une IPES, l'Institut privé d'enseignement supérieur, lorsque quelqu'un fait un BTS en communication, c'est de la professionnalisation. Et lorsqu'il vient, par exemple, à BNews faire un stage, ou une formation en alternance, parce que la rhétorique du stage est dépassée, c'est la formation en alternance. C'est ça, vous recevez les étudiants ici dans le cadre d'une formation professionnelle. Et donc, lorsqu'ils arrivent, ils viennent prendre des outils de professionnalisation. Donc, la professionnalisation, elle est là selon dynamique. Elle a révolutionné parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais s'installent par eux-mêmes. Par exemple, au ministère de la Jeunesse, il y a des financements des projets d'étudiants. Au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le PROPAEJ qui finance des projets porteurs d'étudiants. Dans les universités, il y a ce qu'on appelle les incubateurs d'entreprises, financés par le ministère des petites et moyennes entreprises. Ouais, donc, il y a une révolution radicale des universités. Moi, quand je faisais l'université, je ne savais pas ce qu'on appelle une entreprise. Mais aujourd'hui, j'amène mes étudiants dans le cadre d'une entreprise culturelle. Alors, lorsque j'enseigne les arts littéraires, je peux amener mes étudiants dans un atelier d'écriture où on apprend à écrire justement le roman. Ce n'est plus la littérature française telle que le docteur Kay peut vouloir décrire, que c'est des cours qui sont décalés. Non, non, non. Je fais des cours théoriques, puis je vais avec mes étudiants dans des industries culturelles. D'accord. Comment est-ce que vous comptez au ministère? C'est vrai, le professeur Tamazel nous expliquait qu'il y a eu une réunion aujourd'hui avec les responsables du SINES. Comment est-ce que vous comptez faire pour arrêter la grève? Du moins, pour vous, il n'y a pas de grève. Le docteur Nkei nous rappelle le docteur Nkei n'a pas dispensé le cours aujourd'hui. Non, ça fait même 2-3 jours. Alors, vous voulez la solution, M. Obama? Je vais vous dire que je voudrais appeler, n'est-ce pas, l'attention des collègues du SINES. Je rappelle que le ministre lui-même est enseignant d'université. Oui, qu'en réalité, la valeur absolue, ce n'est pas la prime. Je crois que la valeur absolue, c'est la construction de ces pays. Nous devons être conscients que nous voulons former une jeunesse pendant que vous n'allez pas au cours. Alors, que fait cette jeunesse? C'est ça le problème, parce que vous pouvez se rendre compte de ce que vous avez fait et causé du mal à ce... Tout le monde, vous avez droit à la grève. Mais les grèves sont quand même périodicité, elles sont quand même séquencées. Vous pouvez dire, c'est 3 jours. Et puis vous revenez enseigner. Vous pouvez dire 1 jour, vous pouvez revenir enseigner. Mais ce n'est pas des grèves illimitées pour des raisons de primes. Aujourd'hui, le SINES doit parler, comme disait le docteur Lekamga, que faire des propositions dynamiques pour que le pays avance. Ce n'est pas toujours des revendications d'épicerie, des primes, tous les jours l'argent, etc. Non. Non, on va rester courtois aussi pour faire. C'est comme on dit, des revendications d'épicerie. C'est pas courtois. Il ne s'agit pas de mettre en avant de l'argent. Il y a des jeunes qui meurent sur le front de bataille. Vous pouvez payer la vie de ces Camerounais, des militaires qui meurent tous les jours. D'accord. J'ai devant moi un document du SINES, justement, qui a fait des propositions. Je pense que c'était en 2020. J'ai quelques recommandations du SINES. Vous n'avez pas la parole, docteur Hilaire Kamga, mais je souhaite qu'ensemble, qu'on examine déjà, parce qu'on accuse de ce débat à faire des propositions, mais il y en a là. Même si ces propositions ont une couleur de revendication en même temps. La révision du décret numéro 93, numéro du 19 janvier 1993, portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur afin d'améliorer les conditions de vie des enseignants du supérieur par l'introduction de nouvelles primes. Prime de communication, prime d'électricité. Vous voulez payer les factures apparemment. Recommandation numéro 2, la revalorisation de 50% pour tous les grades du montant trimestriel de la prime de modernisation de la recherche dont le montant est resté fixe depuis 2014. Donc 50, ça veut dire qu'il veut passer à 2 millions par trimestre.
Recommandation numéro 3, la renégociation totale de la convention signée en 2006 entre l'État et la compagnie d'assurance AXA Cameroun pour permettre aux enseignants retraités de bénéficier des mêmes avantages que les enseignants en activité et aussi prendre en compte l'accroissement de l'effectif des enseignants permettant l'augmentation de la couverture médicale et la baisse de la prime individuelle d'assurance. Recommandation numéro 4, l'amélioration de l'environnement des conditions de travail des enseignants du supérieur. Numéro 5, l'octroi aux enseignants-chercheurs des crédits avec flexibilité de remboursement auprès du ministère des Finances afin de favoriser l'accession à la propriété foncière des enseignants du supérieur. Numéro 6, la construction des centres hospitaliers universitaires dans toutes les universités du Cameroun, institutions universitaires ayant une faculté de médecine et de sciences biomédicales ou pharmaceutiques avec une prise en charge gratuite des enseignants et de leurs familles dans les centres universitaires. Et puis l'amélioration de la gouvernance financière dans les institutions universitaires. Voilà, en gros les recommandations qui ont été faites. Docteur Hilaire Kamga, il nous reste encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. J'ai bien l'impression que le gouvernement est en train de prendre à bras le corps les revendications spécifiques faites pour la grève qui est entre parenthèses en cours. Mais vous avez tout à l'heure parlé des options, des perspectives qu'on peut envisager dans les universités camerounaises. Docteur Hilaire Kamga, aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est fier de son université? On parle encore des problèmes de recrutement aujourd'hui, il y a même des revendications en cours dans ce sens-là en ce moment. Peut-être qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais est-ce que le Cameroun est fier de son université? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une adéquation entre notre pays, son université et les enseignements? Il faut beaucoup de choses, il faut le dire. Je me demandais encore si je vais prendre la parole. Non, vous avez la parole maintenant. Mais simplement, il faut évacuer quelques petits sujets qui ont été comme ça balancés pour rappeler que, à la réalité, c'est pas indiqué ici de poser la problématique des paiements, de le déporter pour mettre sur le dos du ministre des Finances, qui à la réalité, je crois, c'est un très bon arbitre très souvent. Et donc du coup, il semble que le problème doit rester au ministère de l'Enseignement supérieur, qui lui produit la documentation technique qui permet de paiement et qui permet de payer. Et puis donc là, les arbitrages, c'est un autre dossier. Un sujet très bien compris. Et j'ai un problème. Et puis votre question vient à point nommé. Ce qui m'intéresse ici, le professeur Tamazoué est bien placé pour savoir une chose importante. C'est que s'il n'y a pas des états généraux de l'université, il y aura toujours un problème. Pourquoi je dis qu'il est bien placé? Parce que, ayant été dans le CINES et à des niveaux de responsabilité très élevés, avec son ancienneté que je connais bien, il connaît pourquoi en 91, 12, 13, les choses ont plombé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que la réforme universitaire de 93 a été finalement adoptée? Cette réforme qui était assez positive dans sa présentation s'est avérée être aussi un problème dans sa mise en œuvre. Parce que moi j'ai publié un article relatif en 1998. Ça a posé beaucoup de problèmes parce que, à l'époque, je mettais déjà des réserves sur la réforme. Parce qu'il y avait un nœud, il y avait une dimension pratiquement politique de la réforme. C'est pour ça qu'il faut revoir cette réforme aujourd'hui, faire une autre réforme. Et cette réforme ne peut être que la conséquence des états généraux de l'université. Pourquoi je parle de relance politique? Parce MINSUP ou UMIFI? Hein? MINSUP, non, j'ai dit l'université. J'ai qu'entendre MINSUP. Non, j'ai dit l'université, donc de l'université. Donc c'est MINSUP qui doit porter ce projet. Parce que les relents politiques, c'est quoi? C'est qu'il faut adresser une question effectivement des grèves, puisqu'on parle des grèves juste maintenant. L'université paralysée en 1991, 12, 13, le campus mort est là, et puis il y a des morts, mes camarades ils sont tués, je sais pas, c'est un autre débat. Mais simplement, ces sacrifices ont amené à repenser l'université. Mais à le repenser, malheureusement, c'est certains auteurs qui le disent, et ça je le précise d'ailleurs dans mon article, à le repenser politiquement. S'il y a des éléments comme la multiplication des universités, la décongestion des universités qui nous permet de produire 6 universités au lieu d'une à l'époque, il y a quand même il y a un nœud fondamental. L'enseignant est paupérisé à l'époque, parce qu'on vient de ramener son salaire d'au moins un tiers, et on lui livre l'étudiant. C'est ça la réforme de 93, qu'il faut corriger aujourd'hui. L'étudiant est livré
en tant qu'individu, parce qu'on parle du concept de la collectivisation de la correction à l'individualisation de la correction. C'est-à-dire qu'en 1993, avant 1993, la réforme, l'enseignant ne pouvait pas te dire si tu ne fais pas ceci, tu ne valides pas ma matière. Ce n'était pas possible, puisque c'était collectif. Hein, la validation d'une matière était collective. Un enseignant n'avait pas qualité, et le professeur Tamazel le sait très bien, pour pouvoir dire à un étudiant je tiens ton sort entre mes mains parce que c'est moi qui vais te faire valider. Ce n'était pas possible. Or, la réforme de 93 a transféré ce qui était collectif à l'individu qui, lui, était paupérisé. Parce que son salaire avait été diminué de 3. La propension marginale a baissé. Fait qu'un gars qui a un salaire de 700 000 francs, qui se retrouve à 200 000 francs alors qu'il payait un loyer de 200 000, ne peut pas régresser à ce niveau. Il faut qu'il crée des mécanismes pour produire le salaire complémentaire. Et donc, c'est dans cette situation qu'on part d'un enseignant paupérisé à qui on a livré l'étudiant, que les polycopiés et les sexes, comme disait mon ami et très brillant universitaire Pondy, les notes sexuellement transmissibles et consorts, c'est dans cet environnement qu'on a toute cette histoire qui pollue l'université camerounaise. Alors, aujourd'hui, on a des scandales énormes, parce que les enseignants, certains font faire des choses graves aux étudiants pour valider des matières. Mais au lieu qu'on adresse la question centrale, parce que l'étudiant, lui, est devenu un objet devant l'enseignant, au lieu qu'on adresse la question pour sécuriser d'abord l'enseignant, et là je parle de truc qui est le compromis, sécurisation de l'enseignant, ça veut dire on revalorise de manière légale et honnête son salaire, au lieu qu'on le fasse, on préfère maintenant gérer des primes spéciales. Pourquoi les primes spéciales qui sont à la réalité discriminatoires, qui sont, je ne vais pas dire, peut-être même dans la conception, tout le monde en reçoit tous les trimestres, donc il n'y a plus de discrimination. Mais pourquoi prime au lieu de salaire? On doit donner des primes, on doit donner des salaires, je vais dire, tous les mois, des salaires valorisants aux enseignants, mais simplement que la question de recherche rentre dans ce que le professeur Famdogolum appelle la bonne gouvernance universitaire. Et cette bonne gouvernance voudrait que quoi? Qu'on gère en accent sur le résultat. Si vous avez prévu 5 millions à donner à un gars pendant 2 ans pour prime de recherche, ça veut dire qu'il a un projet de recherche. Si au bout de 2 ans, il n'a pas donné ça, il n'a pas produit quelque chose qui est conséquent, on supprime ça, et puis il revient, cet argent est réaffecté à d'autres personnes. On ne peut pas aujourd'hui, en même temps, et le professeur Ango l'a dit de manière très très sérieuse, on a d'autres priorités économiques. Et heureusement qu'il faut avoir des gens extrêmement forts comme Otazé pour pouvoir gérer toutes ces contraintes-là. Mais si on ne peut pas avoir ces priorités de part et d'autre, la guerre et ainsi de suite, et tout ça qu'il faut gérer, et avoir des gens à qui on donne des salaires, des revenus qui ne correspondent à rien du tout. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec le professeur Tamazé, non. Non, votre activité d'encadrement des masters, d'encadrement des doctorats ne saurait être rémunéré par les primes. Non, ça doit faire partie d'un package de rémunération clair pour un enseignant d'université, de manière claire. Et maintenant, vos projets de recherche sont financés de manière claire et conséquente, c'est-à-dire avec des montants de financement qui soient conséquents. Parce que, à la réalité, en tant qu'enseignant d'université, vous avez, entre autres choses, préparé vos cours, donc faire de la recherche. Vous avez à aller en amphithéâtre dispenser cours, vous avez à encadrer ces étudiants en master, à encadrer ces étudiants. Maintenant, on peut avoir, parce qu'un professeur titulaire doit effectivement encadrer, dans le cas du il y a une prime d'encadrement qu'on peut lui donner, mais ça ne peut pas être une prime de recherche. Parce qu'à la réalité, la recherche doit conduire à des résultats. On ne finance pas une recherche qui ne produit rien du tout. Et qu'un gars, pendant 10 ans, reçoit tout le trimestre des primes de recherche, seulement on dit que la contrepartie, c'est qu'il doit produire des articles. Non, pas du tout. C'est pas ça. La contrepartie, il va produire des articles pour passer le grade. Ce n'est que parce qu'il a passé le grade qu'on évalue qu'il a effectivement utilisé notre argent à bon escient. Non, cette gouvernance est extrêmement négative. Il faut revenir à des bases où l'enseignant est revalorisé dans son salaire. La prime n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée sous contrat par rapport à un projet de recherche clair qui a été déposé. Et dans ce cas, on va économiser de l'argent et mieux payer ceux qui travaillent dans l'université. Et là, je pense que le professeur Famdongo devrait avoir des propositions de cette nature-là. D'accord, on est dans les propositions maintenant. Mais j'ai une question qui revient parce qu'on a des amis dans les groupes, les forats qui envoient les questions, qui se demandent en quoi consiste le travail du responsable de la promotion du dialogue et de la solidarité chaque jour, si on en arrive là.
Est-ce que vous n'avez pas vu avant qu'il y avait un problème au niveau des universités? Parce que c'est, en principe, c'est votre travail, le professeur Tambazé, en tant qu'ancien syndicaliste, j'ai présume que c'est la raison pour laquelle vous avez été choisi. Vous n'avez pas vu venir cette grève? Vous n'êtes pas au courant? Vous avez vos oreilles, vous n'avez pas entendu qu'il y avait des problèmes dans les universités? Non. Comme le dit d'ailleurs le ministre d'État de l'enseignement supérieur, tant que nous vivons, nous aurons des problèmes. Elle est belle, au quotidien, la DEFSU est à l'écoute des universités. La DEFSU est en discussion au quotidien avec les universités. Le secrétaire général du SNES, je l'ai au téléphone à tout moment. Les coordonnateurs SNES des universités d'État, je les ai au téléphone. Et naturellement, je vous ai dit, le problème du paiement de la prime, ce n'est pas un problème lié au montage du dossier qui se fait au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est conjoncturel. C'est conjoncturel. Par le passé, est-ce qu'il y a eu les mêmes problèmes? L'année dernière, en 2020, ce que, en tant que la personne chargée du dialogue, la prime a été toujours payée à date. Mais naturellement, le problème se pose quand le train vient pas à l'heure. Hein? C'est ça le problème. Pendant 3 trimestres en 2020, la prime a été payée immédiatement après la fin du trimestre. Le SNES n'a même pas envoyé un message pour dire, naturellement, peut-être qu'ils ne sont pas obligés de dire merci. Hein? Mais on se retrouve à la gestion du 4e trimestre qui doit être payé au mois de janvier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mois de janvier est un mois conjoncturel. Ce que je voudrais dire, M. Obama, ce que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure. En 1993, ce n'est pas seulement le salaire des enseignants du supérieur qui avait été supprimé. C'était un problème général où tous les personnels, fonctionnaires et non fonctionnaires ont subi la baisse des salaires. Les salaires des enseignants étaient payés à l'université. C'est pour cela qu'ils avaient des salaires d'un certain niveau. Et dans les conditions de crise, on fait en sorte qu'on amène le salaire des enseignants sur la chaîne solde. Une question, est-ce que les professeurs d'université qui occupent d'autres fonctions, qui n'enseignent plus, ils perçoivent toujours la prime de recherche? Il n'y a pas de professeurs d'université qui n'enseignent pas. C'est pas vrai. Oui. J'en connais qui n'enseignent plus. Non. Du moins qui se contentent de leur fonction administrative et qui ne vont plus à l'université pour enseigner. Non. Habituellement, l'université, il y a les membres du conseil constitutionnel, est-ce qu'ils enseignent toujours? L'université a 3 fonctions. L'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Ah, donc même s'il n'enseigne pas, il a quand même une fonction. S'il assure l'une des 3 fonctions, qui sont les missions régaliennes de l'université. Parce qu'en réalité, un professeur titulaire, moi j'ai 2 heures de cours par semaine. 2 heures seulement? Non, puisque j'ai formé, mais j'ai déjà 3 étudiants qui sont maîtres de conférences. Ah d'accord, ok. Et qui sont capables de faire prendre le relais. De prendre le relais. Il y a un enseignant universitaire qui conteste vos chiffres, et qui m'a envoyé les chiffres, et il dit, vous avez reçu combien d'autant que vous recevez combien par trimestre? Moi, je ne sais pas ça. Ne pas me faire humilier. Ça, c'est les gens qui... Alors, j'ai les chiffres. L'assistant a 385 000. Voilà. Chargé de cours, 680 000. Oui. Docteur qui est chargé de cours, donc il a 680 000 francs. Oui. Non, tu ne sais pas ce que j'ai. Je vais dire des choses. Voilà. Et le maître de conférence, c'est combien? Maître de conférence, 860 000. Et professeur titulaire, 1 600 000 francs par... Non, pas 600. 1 60 000. Monsieur Obama. 60 000. Allez-y. C'est votre dernière prise de parole. Docteur, vous voyez, on est allé dans les discussions parfois qui n'étaient pas nécessaires. Qu'est-ce que le SNES peut dire aujourd'hui? Vous n'avez pas eu l'occasion d'aller parler au ministre, donc on vous donne l'occasion de parler au ministre. Mais j'ai eu l'occasion de lui parler maintes fois, donc c'est pas l'occasion. Cette fois-ci, sur ce problème de grève, qu'est-ce que vous pouvez dire au ministre, au gouvernement, puisque le ministre représente le gouvernement, c'est pas une affaire du ministre d'État, Femme Dongo. Quelles sont les solutions que vous envisagez? Avant de parler des solutions, j'ai quelques secondes pour revenir à ce qui a été dit ici. Les étudiants, les enseignants font beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas venir ici pour humilier les gens. Nous ne sommes pas le paillasson de la République. Nous ne sommes pas les marmitons de la République. Il faut que les gens nous donnent le respect qui nous est dû.
On n'a pas engagé des guerres, les gens allaient faire les guerres. Donc on prend sur nous des cris, des tribunes pour dire qu'on ne veut pas cette guerre-là. On ne vient pas nous imposer cela. Parce qu'on sait ce que ça coûte pour faire la guerre. Vous avez l'argent pour aller tuer les gens, mais vous n'avez pas l'argent pour financer la recherche. Non, c'est eux qui ont convoqué la guerre. Non, c'est eux qui ont convoqué la guerre. Non. Docteur K, je vous en prie. Bon, alors revenons à l'essentiel. On ne va pas revenir sans corriger ce qu'on venait de dire. Vous êtes quand même enseignant de philosophie. Vous ne pouvez pas dire que l'État va pour tuer les gens. Bon, moi c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est un point de vue qui n'est pas acceptable. Il est philosophique parce que j'ai défendu cela. Il n'est pas philosophique. Non. C'est mon point de vue, je ne vais pas accepter ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire que l'État va tuer des gens. Pourquoi on convoque l'affaire là ici pour dire que c'est juste ce qui justifie qu'on n'ait pas l'argent? Mais parce qu'il y a une insécurité dans la partie anglophone. Non, mais on n'y va pas pour tuer des gens. Je ne suis pas d'accord. Quelles sont vos solutions? Allez-y. Alors, je voudrais dire à M. le Président de la République que tout ce qui se passe là, c'est la preuve qu'il y a... Vous parlez au ministre Je parle au Président de la République, j'ai choisi à qui je parle. Donc, je dis au Président de la République ceci. Ce qui se passe actuellement dans notre université est à l'image de ce qu'il va laisser comme héritage. Et nous avons vu ici tout ce saupoudrage, il y a quand même la professionnalisation, et avec une telle douceur, sans conviction, ça montre que l'université est à terre. Il faut que le Président de la République prenne sur lui de comprendre que l'université camerounaise est politisée. Et les rapports qu'il reçoit sont biaisés. À preuve, on l'a amené en erreur à sanctionner nos collègues injustement sur le rapport biaisé, le professeur Sango et le professeur Galim. Ils ont été suspendus sur des rapports biaisés parce que les gens ne veulent pas faire ce qu'ils ont à faire et ils choisissent de faire la distraction. Alors, nous devons dire à M. le Président de la République, l'université est à l'image de ce que nous avons vu ici. Certains sont bien placés parce que ils sont en position d'être du côté sécurisé du pont, et l'autre côté qui est en train de dépérir est en train de... Vous voulez être de l'autre côté, papa? Non, je leur interdit même de m'amener là-bas. Donc je ne vais pas y aller. Alors, ce que je veux dire à M. le Président de la République, c'est que tout est politisé à l'université. Depuis 16 ans, c'est la navigation à vue. Et il faut vraiment que les choses reviennent à l'orthodoxie. Que la recherche soit financée, qu'au niveau de l'enseignement, qu'on ait une réforme fondamentale des curricula. Et en dehors de cela, qu'on voit la mensualisation de cette prime, qui est en réalité une augmentation de salaire, qui implique une augmentation de salaire. Et la dernière chose que je voulais dire ici, c'est que fondamentalement, on doit réformer la gouvernance universitaire. On ne peut pas avoir la professionnalisation si on continue à nommer les doyens, à nommer les chefs de département, parce qu'ils n'ont pas la visibilité, la capacité d'interagir avec le monde professionnel. Vous souhaitez que ce soit... On doit élire les chefs de département, on doit élire les doyens, on doit élire les recteurs. Si vraiment on veut que l'université fonctionne, parce que l'université doit produire lui-même ses propres fonds. Parce qu'actuellement, il y a une ardoise d'un pays terrible au niveau des universités. Parce que justement, au niveau de l'enseignement supérieur, les gens n'ont pas la compétence de produire eux-mêmes les revenus qu'il faut. C'est compris, merci beaucoup. On a compris, le chef de l'État vous a écouté. On va sortir par vos interventions rapidement. On a compris que le ministre d'État, Jacques Famdongo, a pris le problème à bras du corps. Les solutions sont en cours, les erreurs viennent, du moins les retards sont dus à la conjoncture économique et au fait également que le ministère de l'enseignement supérieur reçoit 10 milliards et qu'il faut payer pour 14 milliards. Donc il y a un gap à trouver. Est-ce qu'il y a un mot de fin? Si vous avez un mot à dire aujourd'hui à vos collègues, d'abord vous, et on terminera par le professeur André. Oui, je dois rectifier la sanction qui a été faite au professeur Sango et au professeur Galim. Ce n'est pas le résultat d'un faux rapport au chef de l'État. Il y a eu un conseil de discipline où les enseignants sont venus avec des avocats et on a constaté qu'ils avaient commis des fautes graves. Donc c'est pas une sanction, pas une sanction unilatérale. Il y a eu un débat, conseil. Un conseil de discipline où les enseignants sont venus avec des avocats pour plaider leur cause. Est-ce qu'il y a... Et je dois dire à tous les enseignants... En tant que responsable du dialogue universitaire... Simplement parce qu'ils n'ont pas donné... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils n'ont pas donné une épreuve. On va pas revenir là-dessus. Il nous reste très peu de temps. Allez-y. Non, je vais dire à tous les enseignants qui nous écoutent sur B-News, de faire confiance au gouvernement de la République. D'accord. En 2020, la prime a été payée sans retard. Et cette prime qui n'a pas d'arriéré, parce que tous les enseignants du supérieur ont régulièrement reçu leur prime depuis 2009.
cette prime sera payée. Le ministère des Finances est en train de prendre toutes les mesures pour que le paiement arrive le plus rapidement possible. Donc il faut être patient. Il faut être patient. Professeur Ango, est-ce qu'il y a un message du ministre d'État ce soir aux enseignants des universités d'État? Le message du ministre d'État, c'est que les enseignants continuent à exercer leur travail normalement, que les solutions sont même déjà en train d'être trouvées, et que nous allons construire avec les camarades et collègues du CINES, nous allons continuer à travailler, et que l'université reste ouverte au dialogue pour que la nouvelle gouvernance universitaire que prône l'apôtre, qui est le président de la République, le chef de l'État, puisse être implémentée. Et je voudrais dire que l'université est debout et avance, et elle en marche. Espérons que l'université sera encore debout avec une connexion internet à Yaoundé 1, Yaoundé 2 dans les universités. 10 centres de développement numérique. C'est du pipeau, ce n'est pas sur le terrain, ce n'est pas ça, parce qu'on a des petits frères quand même qui sont dans les universités et qui vont chaque fois s'agripper autour du rectorat. C'est bien de dire que ça va changer. Je retiens que ça va changer. Merci beaucoup. Voilà, on retient également que la réforme universitaire engagée par le ministre d'État Jacques Famdongo, elle a produit des fruits avec le système LMD. Il y a certains qui avaient déjà abandonné l'école, qui sont revenus à l'école grâce quand même à cette réforme-là. Elle est là. Elle est également un produit des grandes universités du Cameroun. Janice Kanga, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Alors on fait le point des actus qui ont meublé la journée d'aujourd'hui entre fake et vérité. Le vaccin anti-Covid-19 transforme-t-il les gens en homosexuels, comme l'a affirmé un religieux iranien? Alors c'est l'exemple patent d'un fake news, même si l'information a été donnée par un ponte de la religion en Iran. Ses ouailles l'appellent l'ayatollah. L'ayatollah, c'est un religieux musulman chiite d'un rang élevé, de son vrai nom Abbas Tabrizian. C'est sur la plateforme Telegram qu'il a affirmé la semaine dernière: ne vous approchez pas de ceux qui ont reçu le vaccin Covid, ils sont devenus homosexuels. La déclaration n'a pas eu le succès escompté, heureusement. Auprès de ses 210 000 followers, l'intégriste religieux a été catalogué et ses propos condamnés par la communauté internationale et la presse locale. Dans le Jérusalem Post, des dissidents ont réagi. Ils affirment par exemple que les religieux en Iran souffrent d'un manque de connaissances et d'humanité. Leur objectif est de répandre des bêtises pour empêcher les gens de se faire vacciner. Ils diabolisent à la fois le programme de vaccination et les personnes LGBT. Il s'agit là d'un exemple patent d'instrumentalisation du vaccin anti-Covid. Alors l'année dernière, le docteur Madeleine Chuente nous a indiqué que le Covid proviendrait des chauves-souris. Il y a un débat aujourd'hui entre les chauves-souris et le pangolin. Finalement, qu'est-ce qui est à l'origine du Covid? Alors, on a la preuve que l'assertion de la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation camerounaise, il y a 10 mois, établissant 2 animaux, notamment la chauve-souris et le pangolin, comme des vecteurs de la Covid-19, est fausse. L'information a été rendue publique il y a quelques heures seulement lors d'une conférence de presse d'une équipe internationale d'experts qui a annoncé n'avoir pu percer les origines du Covid-19. La publication relayée sur le compte Twitter de l'agence France Presse précise que l'équipe d'experts chinois et de l'Organisation mondiale de la santé juge hautement improbable, je les cite, la théorie d'une fuite d'un laboratoire, mais sans parvenir également à identifier l'animal à l'origine de la maladie. On va terminer en allant au Gabon et cette nouvelle qui est devenue virale sur la toile. Une citoyenne belge d'origine gabonaise décède chez un marabout lors de son séjour au pays. Vrai ou faux? C'est une histoire vraie, malheureusement. C'est une mystérieuse affaire qui défraie la chronique au Gabon et même au-delà à travers la toile. On a d'abord cru à un canular parce que relayé par des pages dites de Congossa, selon l'histoire racontée par les parents de la défunte, Pamela Evunja a quitté la Belgique pour le Gabon en compagnie d'une amie. L'amie en question, nous n'allons pas révéler son pseudonyme, était censée la rencarder chez un bon marabout pour lui permettre d'avoir un bébé. Elle avait des problèmes de procréation. Et donc, sauf que mal lui en a pris, elle décède des circonstances encore non élucidées. Cette amie a donc pris la poudre d'escampette et le marabout en question est en exploitation en ce moment auprès des forces de l'ordre de Port-Gentil.
Ok, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Janice. Merci à vous. Et on va sortir par la dernière rubrique, la nouvelle rubrique de Obama Time. Chaque jour, vous aurez droit soit à une image, soit à une vidéo, soit à un chiffre du jour. Et aujourd'hui, on en sait un peu plus sur la résistance des Africains au Covid-19. Pourquoi le Covid n'attrape pas, entre parenthèses, les Africains? Nos amis de RMC nous proposent une réponse à cette question. 25, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, l'Afrique est épargnée par le coronavirus. On se souvient des inquiétudes importante évidemment quand le virus est apparu, mais aujourd'hui c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts. Par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens, 1,2 milliard d'Africains contre 60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. La première explication, c'est l'âge. L'âge médian des Africains est de 20 ans. Ça veut dire que la moitié des Africains ont moins de 20 ans et l'autre moitié plus de 20 ans. Dans le monde, l'âge médian, c'est 10 ans de plus, c'est 30 ans. Et en Europe, c'est 20 fois plus, c'est 42 ans. Pour prendre les deux extrêmes, au Niger, l'âge médian est de 15 ans. Ça veut dire que vous êtes vieux quand vous avez 16 ans. Et à Monaco, l'âge médian est de 52 ans. Ça veut dire que vous êtes jeune quand vous avez 51 ans. Encore un chiffre pour indiquer la jeunesse des Africains. 3% seulement de la population a plus de 65 ans. En France, on est à 20%. Et ceci explique cela. On sait bien que l'âge est un facteur aggravant. Logiquement, sur le continent africain, 91% des malades du Covid ont moins de 60 ans et 80% sont asymptomatiques. Et l'Organisation mondiale de la santé souligne aussi que le mode de vie des Africains les a protégés. Voilà. Par exemple, les Africains voyagent moins et donc quand il y a moins d'échanges, eh bien il y a moins de contamination. Ils voyagent moins tout simplement parce qu'ils sont plus pauvres. Ils vivent beaucoup plus à l'extérieur parce qu'ils sont plus ruraux et même en ville, ils sont plus souvent dehors ou dans des bâtiments sans fenêtres pour des raisons climatiques évidentes. Et plus le temps passe, plus on réalise que c'est bien dans les lieux clos que l'on se contamine le plus. Enfin, en Afrique, les vieux restent chez eux. Il n'y a pas d'EHPAD, pas de maison de retraite. Or, ce sont des grands lieux de contamination. Pour résumer, c'est en étant beaucoup moins confinés que les Européens et les Américains que les Africains s'en sortent beaucoup mieux. Et puis on avance aussi désormais une raison génétique. Alors là, c'est passionnant. On soupçonne depuis le début de la crise que la propagation a aussi des causes génétiques. Les seules politiques de santé, la question du port du masque, par exemple, ne peut pas tout expliquer. Alors effectivement, il y a deux chercheurs, un Allemand et un Suédois, qui viennent d'identifier un gène qui vient de notre ancêtre, l'homme de Néandertal, un fragment de chromosome que l'on retrouve aujourd'hui sur des malades, mais aussi sur des fossiles d'hommes préhistoriques qui vivaient en Croatie il y a 50 000 ans. Qui ont fait du voyage quand même. Hein. Ces gènes sont toujours présents, mais de façon très inégale dans le monde. Nous, les Européens, on est 15% à porter un de ces deux gènes, puisqu'il y en a deux. En Asie du Sud, c'est la moitié de la population. Et en Afrique, pratiquement aucun. Et c'est peut-être aussi une des explications du miracle africain. Mais quel est le rapport entre ces gènes préhistoriques et le coronavirus? Alors justement, l'étude qui a été publiée la semaine dernière montre que les porteurs de ce ou de ces deux gènes ont 3 fois plus de risques de développer une forme grave. Par exemple, les habitants du Bangladesh, qui est le pays du monde qui porte le plus ce gène, ils sont 63% à le porter. Eh bien, dans les hôpitaux britanniques, on avait remarqué, mais sans pouvoir l'expliquer jusqu'à présent, que les malades originaires du Bangladesh mouraient 2 fois plus que les autres. On a donc ce gène très très ancien qui explique une partie des inégalités face au virus. Et est-ce qu'on sait pourquoi les Africains ne sont pas porteurs de ce gène? Alors on le devine, c'est parce que ce qu'on appelle l'homme moderne, vous savez qu'on identifie souvent comme Lucie, la femme africaine qui vivait vers le lac Tchad et qui a été découverte par Yves Coppens. Donc ce qu'on appelle l'homme moderne est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans. Il a croisé l'homme de Néandertal en Europe. Autrement dit, pour faire simple, Lucie a couché avec des espèces de grands singes quelque part au nord de la Méditerranée vers la Croatie. Et ensuite, eh bien, ces descendants croisés d'Homo sapiens de Néandertaliens se sont répartis, dispersés dans le monde entier, partout, sauf en Afrique. Ils ne sont pas revenus vers le continent de Lucie. Et voilà comment le coronavirus nous rappelle aujourd'hui cette vérité scientifique qu'on oublie parfois. Nous sommes tous des descendants d'Africains. Merci beaucoup. Merci Nicolas Poincaré. Allez, merci à nos amis Jean-Marc Verlin, Pouetté, qui nous ont proposé cet élément. On va se quitter.
Docteur Nké voulait m'offrir quelque chose? Oui, effectivement, je voulais... Allez-y. Je voulais dire, lire un petit texte que j'étais... En fait, c'est juste la dédicace que j'étais fait pour mon ouvrage, Les affres de la philanthropie. Donc, je voulais lire rapidement à mon frère Ernest Obama, afin que cette ascèse du discernement nourrisse en toi la lucidité nécessaire pour résister au troupeau de pillards qui écument la République. Fraternellement. Allez, on va se quitter, on a une coupure de courant, j'espère qu'à la maison vous nous voyez encore. On se dit à demain, plateau spécial consacré au discours du chef de l'État. On vous souhaite une bonne soirée, accompagné des programmes début. Je suis plus vieux que vous.